Bonjour les conspirés et revoici chez vous au Conspiratorium. Moi je suis votre frère Bertin Bahaya. Hier j'ai eu un message d'un ami, il est burkinabé. Il m'a envoyé une liste des pays les plus puissants militairement en Afrique. Au numéro 1, c'est l'Égypte suivi de l'Algérie. L'Algérie est suivie du Nigeria le Nigeria est suivi de la République sud-africaine. La République sud-africaine est suivie en 5e position par l'Éthiopie, le 6e c'est l'Angola, le 7e le Maroc. Donc le premier c'est l'Égypte, 2e Algérie, 3e Nigeria, 4e RSA, 5e Éthiopie et 6e Angola, 7e Maroc. 8e position, vous pouvez le deviner, c'est la majestueuse, la grande RDC, République démocratique du Congo, qui est mon pays, votre pays, notre pays. Enfin, en 9e position, c'est le Soudan, suivi en 10e position par la Libye. La Libye, un pays qui est par terre, est 10e puissance militaire en Afrique. Puis il m'a dit, moi je suis burkinabé, mon pays n'est pas classé du tout. On ne parle même pas, on n'ose même pas effleurer la question de Burkina Faso. Mais comment se fait-il que nous, Burkinabés, nous sommes capables de détruire la rébellion, de détruire les terroristes que les Français nous ont légués et qu'ils ont entretenus pendant plus d'une décennie chez nous? Et vous n'êtes pas capable de maîtriser les quelques hommes en armes chez vous, soutenus par un petit pays, éminable pays comme le Rwanda. Ça, ce sont ces mots. Je lui ai dit, je te l'accorde, tu as raison de dire ce que tu dis. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne sais pas sur quoi on se base pour classer les pays. Et s'il classe ce pays selon la commande d'armes et munitions, je comprendrais que nous soyons en 8e position. Mais si c'est selon vraiment la force militaire, je me pose des questions sur mon propre pays. Mais qu'à cela ne tienne, parlons un peu de ton Burkina. Je vous félicite. Vous, Burkinabés, vous avez été capable de au moins arrêter l'hémorragie. Vous avez neutralisé, vous n'avez pas encore battu complètement, mais vous avez quand même neutralisé les actions des terroristes français sur le sol burkinabé. Je lui ai dit, l'armée burkinabèse est composée des citoyens de quel pays? Il m'a dit, tous burkinabés. Les hommes intègres, nous sommes intègres. J'ai dit, je vous envie. D'abord, vous êtes intègres, vous êtes tous burkinabés. J'ai dit, quant à mon pays, nous ne sommes pas intègres et nous ne sommes pas tous congolais. Parmi nous, il y a des faux congolais, il y a des usurpateurs de citoyenneté congolaise, en l'occurrence l'ancien président du pays lui-même, Joseph Kabila. Il dit, Joseph Kabila n'est pas congolais. Il dit non, c'est un citoyen rwandais. Il dit, vous me dites qu'il est rwandais? J'ai dit oui. Et comment il s'est retrouvé là-bas? Vous vous rendez compte, c'est un citoyen burkinabé de 31 ans. C'est que quand Kabila est arrivé au pouvoir, il était là, mais il ne connaît rien. Il dit, tu vois, tu ne connais pas mon pays. Et pourtant, tu viens d'émettre une critique négative à l'endroit de mon pays. Et tu as raison, parce que quand on est mal pris, même les mourants se moquent de vous. Voilà, nous sommes mal pris. Et un pays mourant, et qui vient de renaître de ses cendres, comme le Burkina Faso, peut se moquer de nous.
vous avez raison. Oui, Kabila est un citoyen rwandais pure vache. Il me dit, ça veut dire, il est de père et de mère rwandais, il est né au Rwanda, il n'a jamais eu la citoyenneté congolaise, il n'a jamais demandé la citoyenneté congolaise, il l'a juste usurpé de ça. Je dis, pour couper court, je vais te dire cela, c'est qu'il a été mis là-bas par les Occidentaux. Ah, il dit, ah bon? Et j'ai vu sa mine tomber. Ils disent, mais alors pourquoi on nous dit qu'il est congolais? J'ai dit, de la même manière qu'on a dit au Burkinabé que Blaise Compaoré est des leurs. On a dit aux Ivoiriens que Ouattara est des leurs. Et je m'arrête là. Elle a dit, je comprends. Mais on a continué la discussion, car il m'a dit, maintenant parle-moi de pourquoi tu me dis tout ça. J'ai dit, notre armée a été infiltrée parce que nous avions un président rwandais qui s'est fait entourer d'autres Rwandais et qui, avant lui, il y avait eu d'autres Rwandais. Avant Kabila Joseph, il y avait un Kabila Laurent qui est venu avec des cohortes et des cohortes de Rwandais. Et je lui ai expliqué l'histoire. Je ne vais pas recommencer devant vous parce que c'est long et vous connaissez vous tous de quoi il en est question, mais lui, ça a pris des heures pour ça. Et puis je lui dis, avant ce Kabila-là, il y avait un Mobutu qui nous avait apporté des Rwandais. Et d'ailleurs, son directeur de cabinet, son chef de personnel, c'était un Rwandais pure vache. Il s'appelait Bisengimana. J'ai dit, avant Mobutu, il y avait Kasavubu, à qui on avait forcé des Rwandais. Parce qu'il les a refusés, on l'a mis dehors. C'est à ce moment-là qu'on a placé Mobutu par un coup d'État. Il dit, avant celui-là, il y avait un certain Patrice Emery Lumumba. Il dit, ah, lui, je le connais. On avait forcé à Patrice Emery Lumumba les mêmes choses qu'on avait forcé à son président. Les deux ont refusé de prendre ces étrangers. On les a opposés l'un contre l'autre. Ils se sont entremangés, on les a fait partir les deux. On a tué un et on avait juste écarté l'autre qui est mort dans des conditions pas très dignes. Et je lui dis maintenant, à cause de tout ça, nous avons eu pas mal de problèmes. Puis, on a fomenté des rébellions. Et pourtant, c'était des agressions armées. Qu'on a appelé RCD, qu'on a appelé CNDP, qui se transformait en M23-1. Aujourd'hui, on a M23-2. Ce sont des Rwandais. Et quand ils veulent un peu plus d'effectifs, ils en prennent des Éthiopiens, des Somaliens, des Centrafricains, des Soudanais, tout le monde là-dedans, des Kenyans, des Tanzaniens, tout le monde. Et des Burundais, des Ougandais, tout le monde là-dedans. Il dit, mais man, alors votre guerre est complètement non gagnable. J'ai dit, on dirait cela. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui donne de l'espoir. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ah, il me dit, ah, lui, c'était un aventurier. J'ai dit, comment ça? Il a dit, ah, lui, c'est lui qui vient de nommer. Il vient de nommer un Rwandais comme commandant des forces, non? J'ai dit, comment tu le sais? Il dit, on en parle ici chez nous. Qu'il a des problèmes avec l'agression rwandaise, il a des problèmes avec le Rwandais du M23, mais aussi, il vient de mettre un Rwandais comme chef militaire. J'ai dit, c'est parce qu'il y en a tellement trop dans notre armée. Donc, ça ne peut plus nous étonner, nous. Mais ce qui nous étonne, c'est l'endroit qu'on l'a affecté. On l'a affecté juste à la frontière du pays dont il est ressortissant. Et on a parlé un peu.
pour trouver qu'il y aura des effets pervers de tout ça. Et je lui ai même parlé de ce dont je parlais dans une des vidéos. Un entraîneur de football français que le Sud-Africain avait embauché pour conduire l'équipe sud-africaine, l'équipe nationale sud-africaine de football, le Bafana Bafana en Coupe d'Afrique, et ils se sont retrouvés tellement ridicules. Non, c'était en Coupe du Monde. Ils se sont tellement retrouvés ridicules sur le terrain contre les Français, parce que leur entraîneur français leur avait donné des stratégies complètement bidons qui rendaient la tâche tellement facile à ses propres compatriotes français. Et je ne vois pas comment ce commandant rwandais, d'origine rwandaise, qui commande les troupes congolaises, pourra vraiment faire mal aux siens. Et on a clos les débats là-dessus, mais je vais revenir à vous. Vous, mes frères congolais, mes sœurs congolaises, vous qui m'écoutez aujourd'hui, n'est-ce pas que vous obtenez que nous soyons la 8e puissance militaire en Afrique et que nous soyons malmenés par un pays qui n'est même pas classé, le Rwanda? Tout cela, c'est pour vous faire comprendre que le corps qu'on appelle armée est un corps d'une autre nature. Vous voulez que l'armée soit soudée et que l'armée soit efficace, il ne faut pas que vous apportiez un morceau de ce corps, un morceau étranger qui ne va pas accepter s'incorporer au tout dans ce corps-là. En l'occurrence, tous ces Rwandais que nous avons dans l'armée, qui se sentent obligés, par loyauté, de faciliter la tâche à leur pays, le Rwanda, et de mettre à mal le pays qui leur donne tout, la RDC. Est-ce que je le condamne? Non, je ne le condamne pas. Je condamne les autorités congolaises. Imaginez-vous, je suis national congolais, je suis de nationalité congolaise, mais de citoyenneté canadienne. Le Canada, oui, la RDC envahit le Canada. Et le Canada me donne le commandement de ses forces contre la RDC. Vous vous rendez compte? Pensez-vous que je vais faire tuer les Congolais? Pensez-vous que je ne vais pas aider le Congo? Je pense naturellement, et d'ailleurs, avec raison, je vais aider le Congo. Car c'est une question de sang. Par contre, un pays comme les États-Unis qui attaquerait le Canada, je prendrais les armes pour défendre le Canada sans arrière-pensée. Et nous avons inondé notre pays de ces Rwandais, nous leur donnons le commandement et nous les gardons au commandement. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez aujourd'hui, les M23, sans vraiment rencontrer d'opposition, ils sont en train de prendre village à village, village à village, et territoire, jusqu'à Kalehe. Kalehe, pour vous qui ne connaissez pas vraiment le coin, moi je suis né à Idjwi, donc je connais un peu Kalehe, c'est où, même si je ne peux pas le connaître de manière particulière, mais générale, c'est en face d'Idjwi. Et c'est au milieu, entre Bukavu et Goma. Ils sont en train d'encercler Goma déjà. Et ils vont traverser pour prendre Idjwi. D'ailleurs, pour prendre Idjwi, Idjwi leur est déjà acquis. Parce qu'ils sont là chaque nuit et ils ont
les représentants d'origine d'Idjwi qui sont là. J'ai toujours dit que Idjwi est stratégique par son emplacement et sa géologie, sa topographie, sa géographie. C'est à haute altitude. En face d'Idjwi, de l'autre côté, c'est le Rwanda. La ville de Bukavu. D'un côté, Goma et de l'autre. Si vous mettez de batteries d'artillerie à Idjwi sur le coin le plus élevé, comme à Moussissi, je vous assure que vous pulvérisez Rwanda sans problème. Si vous allez mettre ça sur les grandes collines, les montagnes de Mugote, vous pulvérisez le Rwanda sans problème. Et vous êtes même beaucoup plus proche encore du Rwanda pour bien toucher. Les autorités congolaises n'ont jamais payé attention à cet aspect de choses. Et ça m'étonne. Les stratèges militaires congolais n'ont jamais pensé à ça. Ça m'étonne 2 fois plus. Si les politiques ne peuvent pas y penser, mais les militaires, eux, doivent y penser et en faire une priorité. Regardez le président Trump. Trump arrive au pouvoir, il dit qu'il va prendre une partie d'un pays qui ne lui appartient pas, le Groenland ou Groenland, ou bien Greenland en anglais. C'est une grande île dans l'Atlantique Nord. Ça appartient à la Suède. Mais il dit qu'il va prendre ça. Il ne s'en cache pas. De gré, donc, en l'achetant, ou de force, si on lui refuse de l'acheter. Mais pourquoi il veut le faire? Parce que c'est stratégique pour contrer les Russes dans l'Arctique. Parce que les Russes ont déjà installé des bases, des vraies bases, dans l'Arctique. Vous allez là-bas, vous allez les voir sur les glaciers. Les bases militaires sont là. Je pense que c'était en 2004 ou 2005. Ça pourrait être un peu plus tard. Peut-être 2007. Je ne suis pas encore très sûr. Quand les Russes sont allés dans le fond de l'Arctique et ils ont placé le drapeau russe pour dire que c'est leur territoire. Ça nous a causé une commotion ici au Canada. Mais nous n'avions pas les moyens pour aller les contrecarrer là-bas. Même les États-Unis n'avaient pas les moyens. Ils n'en ont même pas encore. Et depuis, les Russes se sont vraiment installés là-bas avec des vraies bases d'infanterie et une flotte navale puissante avec des brise-glaces nucléaires puissants. Ça prendra 10 ans aux Américains avant de s'en construire. Donc, les Américains le font. Mais peut-être qu'ils veulent officialiser ça parce que les Américains ont une base déjà sur cette île-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est de prendre l'île seulement. En 2003, je venais de ma mission en Bosnie et nous avons fait escale à une base secrète militaire des Américains dans l'Atlantique. Je vous assure, comme c'est une base secrète, et je ne suis pas sûr que si ça a déjà été déclassifié, donc je ne peux pas le dire. Pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que c'est secret défense et je ne veux pas me retrouver dans l'eau chaude. Et j'ai trouvé que c'était fantastique.
souterrain. Ça se trouve là. Mais les Russes le savent, c'est sûr. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Les Américains disent, vous avez suivi le discours de Trump, dans son discours d'inauguration, dans sa deuxième mandature, il dit qu'il va prendre le canal de Panama. Même si ça avait été conçu par des fonds américains, c'est qu'il y avait une période d'exploitation par les Américains. Après cette période, ils vont transférer la propriété au pays qui leur avait donné, même pas donné, au pays dont ils avaient arraché la tracée de ce canal. Mais ils veulent le prendre et comme motif, Trump dit que c'est les Chinois qui sont rendus à exploiter ça, mais le président du Panama est passé à dire non, il n'en est pas ainsi, c'est faux. C'est faux. C'est le pays, le Panama, qui gère le canal de Panama. Et tous les pays, ils passent en respectant la réglementation du pays propriétaire, le Panama. Mais qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ou on dit aussi la fréquentation des puissants n'est bonne qu'aux puissants. Le Panama se retrouve que Trump dit qu'il va le prendre, c'est qu'il va le faire. Vous connaissez Trump. Trump, c'est un président qui ne cache pas ses intentions. Il le dit et il le fait. Maintenant, le Congo, lui, il laisse l'île Idjwi à la merci du Rwanda. Les autorités militaires du Congo savent que l'île Idjwi existe là et ils doivent connaître nécessairement l'importance d'un endroit aussi stratégique comme cette île-là. Ils la laissent comme ça. Et les Rwandais vont officiellement l'occuper. Ça me crève le cœur. Regardez tous ces ressortissants d'Idjwi qui sont à Kinshasa, qui sont puissants là-bas, mais qui sont tous, sans exception, à la solde du Rwanda. Ils sont à Kinshasa, certains au gouvernement, d'autres dans le service militaire, d'autres dans les services d'intelligence. Mais pour l'intérêt de quel pays? Oh, ce n'est pas pour la RDC, hein? C'est pour le Rwanda. Quand vous voyez Kagame serein parler comme si il était en train de prendre son petit thé le matin sans stress, c'est à cause de ces gens-là qui sont là. Est-ce que le président Tshisekedi l'ignore? Je ne pense pas qu'il peut ignorer ça à ce point. S'il ignore, prenez cette partie de cette vidéo, faites-la parvenir à qui de droit et qu'ils mettent à la porte toutes ces autorités militaires qui sont autour de lui. S'il ignore, que la fondation d'Anis Nyakeru est infectée, infiltrée jusqu'à l'os par ces gens-là, et que les gens qui lui sont recommandés par truchement de la fondation sont à la solde du Rwanda, à l'insu de la première dame, ça je souligne. Je pense que ne laissez pas, parce qu'elle ne gère pas la fondation. Elle a créé la fondation, elle a fait porter le nom, et les argents qui sont récoltés par la fondation servent au programme de cette fondation qui veut aider la jeunesse congolaise, et c'est noble ça. Mais elle ignore que la gestion de cette fondation est compromise par ces gens-là.
Si le chef de l'ANR prétend ne pas savoir que ses collaborateurs numéro 1 qui travaillent dans l'ombre sont à la solde du Rwanda, c'est que lui-même est aussi à la solde du Rwanda. Comment voulez-vous, les gens qui ont des comptes bancaires au Rwanda, qui ont des propriétés au Rwanda, qui passent leur fin de semaine, même leurs enfants, dans les plages du Rwanda, les hôtels, là-bas, ils entrent, ils ne payent pas, ils mangent sans payer, tout leur est offert. Vous me dites que ces gens-là, quand ils sont au Congo, ils peuvent être contre le Rwanda, mais le Kagame va les zigouiller le même jour. Mais au Congo, ils sont là, ils ont beaucoup de pouvoir, énormément de pouvoir. Certains sont dans l'ombre, les autres ne le sont pas. Mais tous travaillent main dans la main. Que ce soit ceux qui sont au Parlement, au Sénat, au gouvernement, dans l'administration, dans l'armée, la police, tous, ils travaillent ensemble. Le Rwanda n'a pas de misère du tout. Les Wazalendo et les forces des FARDC ou des forces armées congolaises, les FAC, ils sont en train de se battre au front. Et ils pensent qu'ils sont en train d'affronter l'ennemi et que dans la ville en arrière ou dans le village en arrière, ce sont des citoyens paisibles. Ils apprennent que les M23 sont là-bas et qu'ils ont pris le village. Mais comment? Nous les avons en face de nous en train de nous battre. Comment ils nous ont-ils contournés? Non, ils ne vous ont pas contourné, très cher Wazalendo et Fardes. Ils étaient là, dissimulés dans la population, cachés par ceux qui vous donnent les ordres. Vous vous rendez compte de ce que ça fait aux soldats? Quand Kanyabayonga est tombé, ça m'a fait mal, plus que quand Bunagana est tombé. Bunagana, je comprenais, je me disais, ok, de toutes les façons, les M23 n'étaient pas encore partis, ils étaient dissimulés partout dans le pays, ils étaient à Bunagana, et quand Tshisekedi a refusé les demandes du Rwanda, et que le Rwanda a donné le mot d'ordre, ces gens-là sont sortis de leur cachette avec les armes et finalement le lendemain ou le jour qui suivait, l'armée rwandaise est entrée en renfort pour eux. Ok, j'ai dit ce n'est pas la force des autorités et ce n'est pas la faute des autorités du Congo. C'est arrivé, ça peut arriver. Regardez, la Russie a été surprise par l'Ukraine, ça fait maintenant plusieurs mois que les Ukrainiens, tout le monde sait que ce sont les Occidentaux, les forces de l'OTAN, ont pris la ville de Koursk, qui est la ville territoriale de la Russie. Et les Russes ont encore de la misère à les déloger. Les Russes sont en train de mourir comme des mouches là-bas pour les sortir de là. Parce que c'est difficile d'aller déloger un ennemi qui est retranché. C'est très difficile. Et quand l'ennemi est bien entraîné, bien équipé comme vous, ça devient encore 2 fois, 3 fois plus difficile. Alors je comprenais Bunagana, j'ai dit, on y reviendra, on aura des stratégies pour ça. Mais Kanyabayonga, pourquoi ça m'a fait très mal? Parce que les forces congolaises s'étaient battues plusieurs semaines. On parlait d'1 mois de plus. 1 mois de plus. Vous savez ce que ça représente en matière de combat, d'affrontement armé? Ok. Si vous avez déjà entendu, juste entendu, un échange de tirs pendant 5 minutes, je pense que vous vous êtes dit, oh, le monde va tomber. Vous aviez le cœur qui allait vous sortir par la gueule. Et imaginez-vous 1 heure de ces échanges de tirs, d'affrontements armés. Maintenant, imaginez-vous 1 journée de ça, 24 heures. 1 semaine de ça. 3, 4 semaines de ça.
ce que ça fait sur le soldat, sur son esprit, sur son mental, sur son corps et son cœur. C'est des dommages incroyables. Et pendant qu'ils sont en train de se battre comme ça pendant un mois, ils avancent, ils reculent les soldats rwandais, ils les repoussent. D'un coup, c'est le Rwanda qui a ses troupes en renfort, 4000 viennent pour renforcer ces autres troupes qui étaient en train de s'affronter avec les troupes congolaises sur le sol congolais, bien entendu. Et pendant un mois, les autorités congolaises n'avaient pas compris qu'il fallait au moins 10 000 soldats dans ce coin-là, en train de combattre les Rwandais. C'est que le peu de soldats congolais qui étaient là, si c'était 300 ou 400, n'ont pas eu de choix que de battre en retraite. Ça, je sais ce que ça fait sur l'esprit du soldat qui s'est battu tout ce temps. Ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés. Ça, c'est une catastrophe pour eux. Mais ce qui m'a fait encore mal, c'est de voir ces gens-là partir de Bunagana jusqu'à Kanyabayonga en convoi. Comme nous n'avons pas de belles routes, donc ça partait, ça roulait à pas de tortue. Ceux qui sont comme des canards boiteux, comme nous aimons le dire ici, c'est un duck. C'est en ce moment-là que les Sukhoi, l'artillerie congolaise, allait se payer la traite. C'est en ce moment-là qu'on allait affaiblir le Rwanda pour toujours. Donc faire un carnage, aplatir tous ces militaires, 4000. Mais non, toute une journée où ces convois se sont déplacés, il n'y a pas eu un seul tir contre eux. Vous imaginez, ça m'avait fait mal, moi. Et que pensez-vous de ceux qui étaient au front là-bas? C'était encore catastrophique. Qu'à cela ne tienne, ils ont continué à se battre parce qu'ils sont soldats. Avec le classement de 8e puissance militaire en Afrique. Ceux qui trahissent et qui continuent à trahir n'ont pas peur. Malgré qu'on avait dit trahison, peine de mort. Malgré qu'on a levé le moratoire sur la peine de mort, ou qu'on devait avoir des exécutions. Ça devait être d'ailleurs vraiment comme une kermesse d'exécution des traîtres. J'ai appris, le président lui-même l'a dit, hein. Fachi l'a dit. Que malgré tout ça, tous ces dires, tous ces chants sur l'exécution des traîtres, la peine de mort, tout ça, il n'y en a pas eu un seul exécuté jusqu'à présent. Lui-même il le dit. Et il était fier de le dire. Ce n'est pas qu'il s'en plaignait. Il était fier de dire que nous disons cela, mais nous n'exécutons pas. Arrêtez de parler de nous. Comment voulez-vous que les criminels, les traîtres, arrêtent? Ils vont amplifier, non? Ça, je ne comprends pas. Je n'y comprends rien, moi. Quand bien même je soutiens le président, je ne peux pas m'empêcher de critiquer cette attitude. Son ministre de la Justice veut les exécutions. Je pense que même les militaires responsables et qui sont loyaux au pays voudraient des exécutions. Mais si l'autorité suprême
n'en veut pas, ça devient beaucoup plus difficile. Difficile pour le pays. On continue à déverser d'argent, beaucoup d'argent à la défense. L'argent qui pouvait construire le pays va à la défense du pays. Mais laquelle défense est paralysée par les mêmes autorités qui ne donnent pas des gains à cette défense. Exécuter les traîtres, exécuter les criminels, et vous allez voir que nous allons gagner les guerres. Mettez hors d'état de nuire tous ces commandants militaires qui sont à l'assaut du Rwanda. Ils vous montrent qu'ils sont rwandais et ils ne peuvent soutenir que le Rwanda, ils ne peuvent que servir le Rwanda. Pourquoi vous les gardez au commandement de vos forces, juste pour faire tuer vos soldats et faire perdre le pays? Ça, je vous prends responsable. Hein. Il n'est jamais tard pour prendre de bonnes décisions. Quand un peuple vous plébiscite au pouvoir, vous aviez tellement des membres d'opposition qui étaient en opposition contre vous, à la présidence, aux élections. Ce peuple-là a focalisé sur vous, malgré les milliards qui ont été déversés par l'Union européenne et les Occidentaux pour soutenir certains candidats, afin qu'ils prennent le pouvoir pour eux. Le peuple congolais s'est investi pour vous faire gagner avec un score écrasant. Ils vous ont plébiscité. Ils vous ont voté haut la main, les yeux fermés. Fachi, toi et toi seulement. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président? Cela veut dire que le peuple est d'accord avec vous, d'abord. Que le peuple a espoir en vous et foi en vous. Que le peuple connaît vos difficultés et vous soutient dans ces difficultés. Que le peuple vous demande de tout faire et il restera avec vous pour neutraliser le mal et sauver le pays. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, vous pouvez commencer à exécuter les traîtres, les criminels. Du matin au soir, ce peuple sera avec vous. Que les droits de l'homme chantent, qu'ils crient, ça ne sert à rien. Que ce droit de l'homme aille chanter au Texas, aux États-Unis, non? Qu'ils aillent dans tous ces États américains où on exécute les criminels du matin au soir. Où les policiers tirent à vue sur les gens, dans les rues, sur les routes, dans leur maison même. Qu'ils aillent aux États-Unis. Qu'ils amènent Trump à la haie pour ça, non? Qu'ils amènent Biden, qu'ils amènent George Bush, qu'ils amènent Obama à la haie pour ça. Que ce droit de l'homme aille faire arrêter Netanyahou là-bas, en Israël, pour tout ce qu'il a fait dans la bande de Gaza, au sud Liban et en Syrie, non? Votre peuple est avec vous. Vous avez au moins 100 millions de Congolais qui pleurent jour et nuit. Ils disent, nous avons faim, mais nous soutenons ce président. Nous avons soif, mais nous soutenons ce président. Nous savons que l'argent du pays va pour la défense nationale. Nous comprenons toutes ces difficultés. Nous serrons notre ceinture pour qu'il puisse faire le travail. Et lui dit, non, mon peuple, moi je ne veux pas tuer les criminels. Hein. Mon peuple, vous m'avez donné tout ce pouvoir-là, mais je ne veux pas le faire. Mon peuple, je ne veux pas tuer les traîtres. Même si les traîtres ont fait tuer 13 millions de Congolais en connivence avec le Rwanda et l'Ouganda. Non, 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 je ne veux pas les tuer, moi. Je ne peux pas faire ça, vous savez, je suis chrétien.
Au nom de Jésus. Hein? Jésus ne va pas accepter ça. Dieu ne veut pas accepter ça, et pour cause. Quand Satan s'est rébellé au ciel, il n'avait pas cherché à renverser Dieu du tout. Il n'avait pas cherché à envahir le ciel pour qu'il s'en accaparait. Mais il a juste désobéi à certaines lois établies. Mais il y a eu une bagarre. Hein? Dieu a envoyé ses troupes d'élite, les chérubins, commandés par l'ange Michael. Satan s'est retrouvé mal pris. Il s'est sauvé. Hein? Il est venu sur la terre. Quand Jésus, se promenant, en train de faire ses petites affaires, de sauver les gens, de sauver les malades, il arrive quelque part, dans un temple, il trouve que les gens sont en train de vendre, faire des choses bizarres. Mais Jésus est sauté. Il a donné des katas, il a frappé, il a renversé des choses, les macayabous des gens, il a renversé les huiles des gens, il s'en foutait de tout ça. Les maléwas bondissaient dans les airs. Bite koute kuba pondu nyoso to a renversé. Alors, vous ne pouvez pas nous dire que parce que vous êtes bon, vous allez laisser le mauvais détruire la population. Les latins disaient Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais Dieu est avec vous. Il a utilisé le peuple congolais. Vous voulez ignorer ça? Voilà. Allons voir un pays que tout le monde craint. On aime le prendre comme modèle. Les États-Unis. Je ne veux pas parler de Trump, je veux parler de Biden. Moi, je suis convaincu. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais, alors au grand jamais été attiré par les États-Unis. J'y ai été pour des raisons de mission de travail, d'entraînement, si vous voulez. Seulement sur des bases militaires. Et quand on avait l'occasion de sortir pour aller en ville se promener, je restais sur la base. Ça ne m'intéressait pas. Je n'aime pas la mentalité, je n'aime pas leurs crimes, je n'aime pas leur police, je n'aime pas leur armée, je n'aime rien de ce pays-là. Leurs politiciens sont corrompus. Alors, tout le monde est corrompu. Ils ne voient que l'argent. Mais aussi longtemps que ce que tu veux rapporte de la fortune aux États-Unis, on ne te touche pas. Même si c'est un crime que tu as fait. Ça apporte de l'argent aux États-Unis, on ne te fait rien. C'est ainsi que vous voyez les Américains qui vont dans d'autres pays commettre des crimes horribles et reviennent chez eux. Ce sont des héros. Si les Américains sortent pour aller défendre les intérêts américains, qui sont des intérêts quasiment criminels, ils sont décorés comme héros chantés. C'est-à-dire qu'ils chantent leurs soldats. Les soldats américains est adoré. C'est incroyable. Et le soldat congolais qui se bat pour son pays, on ne voit pas. On ne leur aime pas. Quand tu vois Bendé le quoi, un petit dessin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça seulement. Ça suit. La paye doit venir avec. Oui.
$1000 pour un soldat de base congolais, ce n'est pas trop demandé ça, là. Quelqu'un qui est en train de se battre et au risque de mourir même pour un pays que convoite tout le monde, il fait qu'il y a des conditions qui permettent à ces politiciens de travailler, à ces ministres de travailler, ces députés qui ne valent rien, travailler, se présenter pour leur chèque, et lui ne reçoit rien, ou presque. C'est fort de dire qu'il ne reçoit rien. Quand même, il faut reconnaître que Tshisekedi a substantiellement amélioré leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, des salaires, des équipements, tout ça. Il faut reconnaître ça. Mais ça ne n'atteint pas ce que ça doit atteindre vu les moyens du pays. C'est tout ce que je veux dire. Alors, on devait voir cela. Ça devait se refléter dans le Bendele Ekoyate. C'est cela ce que ça veut dire. On devait voir tous les jeunes Congolais, femmes et hommes, se jeter sur les centres de recrutement pour entrer dans l'armée. Non seulement parce que les conditions de vie sont attrayantes, bien tant mieux que ce soit ainsi, mais aussi pour aller défendre leur pays qui leur donne tout. Mais quand ils voient que ceux qui le font ne reçoivent presque rien, ça ne veut pas dire que Tshisekedi n'améliore pas leurs conditions de vie chaque jour. Il le fait, de même que tous ses prédécesseurs. Mais ça n'équivaut pas à ce qu'ils doivent recevoir dans des conditions normales. Et les conditions sont normales pour qu'ils reçoivent ça. C'est leur travail qui n'est pas normal parce qu'ils doivent se battre à vil prix. Quelqu'un va dire non, il n'y a pas de prix pour se battre pour son pays. Il n'y en a pas effectivement. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que ce que vous leur donnez est assez. Il faut leur donner tout. Il faut voir comment nous, le Canada, nous prend comme des œufs, nous manie avec énormément de délicatesse, nous, ces soldats. Que ce soit le mode de vie, le salaire, les congés, les voyages, tout. Le soldat, il y a d'ailleurs un slogan qui dit, ici, on dit le soldat d'abord. C'est ça le slogan. Le soldat d'abord. C'est ça. Et pourtant, le soldat canadien ne se bat pas pour le Canada. Il va se battre pour l'Amérique, pour les États-Unis. Parce que les États-Unis, quand ils vont faire de la merde partout, ils tirent tous leurs vassaux avec eux. Alors imaginez-vous un soldat congolais. Bendele Ekoyate, ça veut dire quoi? Leurs enfants devaient être dans les meilleures écoles. Leurs enfants devaient être bien nourris, bien logés. Chaque soldat devait être... Celui qui vit dans le camp militaire a les moyens de se payer une maison. Celui qui vit en dehors des camps militaires, parce qu'il peut avoir ce droit-là, a une maison qu'il sait payer lui-même, ou une maison qu'il peut construire pour sa famille. Avoir les moyens de se payer une bagnole. Hey, abomoni kasona, ambilati. Soda, oui, soda. Oh, yango ba voiture kitoko, ba salaire bien. Ah oui. Nga il faut na kota musalango. C'est ça. On devait avoir des universités militaires comme on en a dans d'autres pays. Nous avons des universités militaires au Canada qui offrent des équivalences civiles. Donc, quelqu'un qui gradue en criminologie à l'université de Kingston, qui est une université militaire, c'est équivalent à quelqu'un qui a le même diplôme à l'université de Montréal, ou l'université de Québec, de Québec à Montréal, l'université Laval de Québec. C'est l'équivalent. Il n'y a pas de différence.
C'est ça. Donc, hein, on doit avoir toutes les spécialités. Un technicien médical militaire a la même formation qu'un technicien médical civil. C'est ce que du temps de Covid, les militaires sont allés aider dans les hôpitaux civils. Ils n'étaient pas dépaysés, il n'y a pas de différence. Même si les militaires peuvent avoir des connaissances que les autres n'ont pas, parce que nous apprenons pour des raisons pratiques immédiates. Au combat là-bas, là, quelqu'un qui vient de recevoir une grosse balle dans la poitrine, là, vous devez le maintenir en vie, vous, ses collègues, en attendant que les services spécialisés arrivent. On nous apprend comment le faire. Donc, il y a des choses que je peux faire en tant que soldat canadien que un médecin pourrait faire dans la salle d'op. Mais on nous apprend parce qu'il faut le faire sur place pour maintenir ce gars-là en vie, en attendant que les services spécialisés arrivent. Vous comprenez? Bendele Koyate, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, ce ne sont pas des photos. C'est un soutien moral, psychologique, matériel. Ça devait être, l'armée congolaise devait être l'armée la plus grosse, la plus puissante d'Afrique. Au moment où on se parle, à cause de tout ce que nous avons enduré. Et la puissance d'une armée, ce ne sont pas les armes, ce n'est pas le char d'assaut. La puissance d'une armée, c'est son soldat. Au Canada, on dit, l'arme la plus puissante, c'est le soldat. Ce que ce soldat-là a dans la tête, dans le corps, dans le cœur, c'est l'arme. Il peut ne pas avoir un fusil sur lui et il trouvera le moyen de tuer l'ennemi. C'est la motivation. Pour retourner aux États-Unis, Biden, avant de quitter le pouvoir, il a gracié tout le monde qui a travaillé sous lui du temps de Obama, quand lui il était vice-président, sous lui en tant que président des États-Unis, sans avoir même d'accusation contre. Pourquoi il les a graciés? Comprenez la corruption. Oui, la loi lui permet cela. Mais pourquoi gracier une personne qui n'est même pas accusée? C'est parce qu'on sait, parce qu'il sait que tous ces gens-là ont trempé dans des crimes. Connus ou inconnus. Passé, lointain ou récent. Et il sait qu'à tout moment, Trump pourrait aller checker dedans, aller vérifier dedans, creuser un peu. Il a amnistié tout le monde. Pire, à 15 minutes de la fin de son mandat, donc à 15 minutes de la prestation du serment par son successeur Trump, à 15 minutes, il a gracié les membres de sa famille, sa propre famille biologique. Watching. Bibi ben. Il y a anguille sous roche. Mais il le fait. Et les Américains trouvent ça normal. Ils laissent passer. Il a gracié qui d'autre? Monsieur
le docteur Anthony Fauci. Anthony Fauci. Docteur Anthony Fauci. Fauci, exactement comme ça s'écrit là. Fauci, allez regarder sur Internet. Il était médecin en chef du ministère de la Santé. C'est lui qui était en tête de tout ce qui est infectiologie, épidémiologie, tout ce que vous voulez. C'est lui, monsieur Covid. Pourquoi il l'a amnistié? Personne ne l'a accusé. Il n'a pas fait mal. S'il n'a pas fait mal, alors pourquoi l'amnistier? C'est parce que il y a des choses. Je remercie les dirigeants africains qui n'ont pas inoculé ces vaccins-là à leur peuple. Et je remercie notre Fachi qui n'a pas imposé ça au peuple congolais, même si la pression était énorme contre lui. Il n'a pas inoculé ça à son peuple. En ce temps-là, il y avait un certain docteur Boutard, Ali Boutard. Il avait été docteur infectiologue attaché au corps de marine. Il y avait aussi docteur Judy Mikovits. Judy Mikovits, qui a été comme chercheur stagiaire chez le docteur Fauci. En ce temps-là, du temps où cette dame, Judy Mikovits, était stagiaire chez Anthony Fauci, sur la base militaire de Fort, je vais le dire en anglais, mais je reprononcerai ça en français. Fort Detrick. C'est dans l'État de Washington, au Maryland, je pense. Au Maryland, ouais. Cette base-là, il y avait un grand laboratoire biologique, militaire. Et on a remarqué que les gens qui habitaient aux alentours de cette base-là développaient certaines maladies bizarres. Les militaires sur cette base développaient des maladies bizarres. Alors on a trouvé qu'il y avait des fuites, des bestioles. Alors, comme la loi américaine ne permet pas qu'il y ait ce genre de laboratoire pour qui fabriquent des armes biologiques comme ça, là, ce n'est pas permis aux États-Unis. Et quand cette fuite-là est arrivée, on a fermé vite ce laboratoire. Mais en le fermant, on est allé voir les bons et gentils Chinois. Anthony Fauci est allé les voir. Et c'est à ce moment-là qu'on a ouvert ce laboratoire de Wuhan, en Chine. Ce laboratoire qui a été pointé du doigt en 2019 pour la maladie 19. Botikana bengango KO 19. Alors maladie wana ya KO wana, cette maladie de KO 19 a commencé
à Wuhan, la Chine a fermé complètement la ville de Wuhan, barricadée, a fermé tout le monde. Mais malgré ça, la maladie s'est échappée. Le virus s'est échappé de la Chine. Le virus n'a pas voulu aller à Shanghai, à Pékin, à Guangzhou. Non. Le virus a pris l'avion, peut-être l'hélicoptère, à partir de là, New York, aux États-Unis. En faisant un petit crochet par l'Italie. Puis le virus a commencé, parce qu'il était poursuivi par les soldats qui le recherchaient, à aller par-ci par-là dans tout le pays. Mais curieusement, il n'a jamais été capable d'atteindre les villes chinoises. Je tourne la page. En ce temps-là, le docteur Ali Buttar, le docteur Judy Mikovits et tant d'autres. En passant, le docteur Ali Buttar avait un institut médical où il formait des médecins, biologistes, infectiologues, des choses comme ça. Et ils ont décrié ce qu'Anthony Fauci avait fait. Ces deux-là ont été bannis. Et si vous allez sur Google que vous écriviez leur nom, vous allez voir qu'on va vous les décrire comme des conspirationnistes. Ça revient au conspiratorium. Des conspirés. On dit qu'ils sont conspirationnistes, ils viennent avec des théories conspirationnistes et qui sont des anti-vaccins. Anti-vaccins. Et pourtant, ils ne refusent pas de vaccin. Ils ont juste parlé du vaccin concernant ce virus-là, en disant le contraire de la version officielle du gouvernement. Et tant d'autres spécialistes l'ont dit. Le docteur Luc Montagnier, le prix Nobel français, a dit les mêmes choses. L'autre français, là, le médecin, là, qui a l'air d'un clochard, mais c'est un spécialiste, là. Je pense qu'il est au laboratoire, les grands laboratoires, là, de renom en France. Oui. Lui aussi, il a abondé dans ce sens-là. Tous les deux ont été indexés. Ils ont parlé de tout ce que faisait le docteur Fauci. C'est en ce moment-là que j'ai connu qui était le docteur Fauci et j'ai commencé à écouter beaucoup de choses sur lui. Donc, il incarne voilà qu'il est pardonné par Biden. Gracié. C'est que anguille sous roche. Vous voyez les États-Unis? Je sais que mes amis américains ne vont pas aimer ce que j'ai dit. Mais c'est cela. Pourquoi amnistier quelqu'un qui n'a pas été jugé, qui n'a pas été trouvé coupable et qui n'a jamais été incarcéré? C'est juste que Biden sait très bien les crimes qui ont été commis par ces gens qu'il a pardonnés, qu'il a amnistiés. Vous voyez, ça, le membre de sa propre famille. Vous aviez appris des histoires sur son fils qui était... Vous voyez cette guerre, pourquoi Biden était impliqué très émotionnellement dans la guerre en Ukraine. Même si il en va
pour leur pays de fragiliser la Russie parce que c'est le but. Mais l'émotion, l'intérêt, l'énergie, les moyens mis là-dedans, c'est parce que Biden, depuis du temps d'Obama, il était plongé, il a plongé tête première dans le crime en Ukraine. Et quand Trump, quand il était président, dans sa première mandature, a voulu jeter juste un coup d'œil dans la situation de l'Ukraine, il a subi des procès des procédures de destitution. Pas une, mais deux. Et après ça, ça en est suivi tant d'autres affaires. Les États-Unis, moi, c'est un pays qui ne m'intéresse pas beaucoup. Regardez. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne sont pas pour ce que le Rwanda fait chez nous. Et pourtant, le Rwanda est soutenu par l'Union européenne. Grâce aux moyens donnés par les États-Unis. Si les États-Unis disent non à l'Union européenne ne fera rien. Les États-Unis nous disent qu'ils sont avec nous, qu'ils fustigent les actions du Rwanda, mais sans condamnation du tout, sans sanction du tout. 15 millions de morts, sans sanction du tout contre Kagame, contre ses dirigeants militaires. Nous interdisons à Ngoma d'aller aux États-Unis. Mais il s'en fout, il n'allait pas aux États-Unis avant. Il n'a pas le droit d'ouvrir un compte aux États-Unis, mais il s'en fout. Il n'en a même pas au Rwanda, il n'a pas les moyens pour ça. Tout ce qu'il reçoit, il mange le même jour, ça s'épuise, il attend que le lendemain on lui donne autre chose. Oh, nous allons sanctionner Makenga. Il s'en fout que vous le sanctionniez. Sanctionner Kagame, sanctionner James Kabarebe, sanctionner je ne sais pas qui là-bas, sanctionner tout ce monde-là, sanctionner le pays lui-même. Faites l'embargo militaire à ce pays. Mais par contre, vous lui pompez toutes les armes dont il a besoin, l'argent dont il a besoin. Vous investissez des sommes colossales dans ce pays-là. Et vous fermez les yeux. Tshisekedi va à Davos, au Forum économique mondial. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour nous? Je comprends qu'il y va plus pour faire des contacts, essayer de parler qui veut écouter. Mais ces gens-là, écoute, ça rentre dans cette oreille, ça sort par là. Quand le Rwanda, lui, parle, viens, on va en chambre, viens, dans la salle à côté, on va se parler. Nous sommes en train de vouloir sauver la planète parce qu'il y a le réchauffement climatique et nous demandons qu'on arrête, qu'on ne puisse pas exploiter le pétrole au Congo. Ouais, d'accord, sauver la planète, qu'on n'exploite pas le pétrole au Congo, mais donner l'équivalence au Congo. Niet, on ne donne pas. Mais le Rwanda, avec ses forces qui sont en train d'exploiter le pétrole dans le Virunga, on laisse tranquille. La forêt est décimée par eux, on laisse tranquille. Le Rwanda vole et pille le sous-sol congolais. On dit au Rwanda, le Congo accuse Apple qui utilise le gros de ces butins
de coltan volés au Congo. Pas de sanctions contre Apple. Les États-Unis n'amènent pas Apple en justice. Aucun pays n'accuse Apple. Apple dit seulement, nous n'allons plus acheter ça à partir du Rwanda. D'accord. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Il amène ça aux Émirats arabes. Et puis Apple va chercher ça là-bas. Moi, c'est que je pense. Si j'étais conseiller de Fatih, j'allais lui dire, écoutez, les Saoudiens continuent à exploiter leur pétrole. Les Russes continuent à exploiter leur pétrole. Les Iraniens, même les États-Unis exploitent leur pétrole. Mais ils défendent nous de faire notre pétrole. Nous appelons et nous demandons la protection d'autres puissants. Il faut aller frapper où ça fait mal. Si nous demandons à d'autres puissants de venir investir dans l'exploitation de ces minerais, et nous leur demandons de venir avec les moyens de protection. Comme ils le font avec le Burkina, le Mali, et le Niger, et d'autres pays africains commencent à suivre. Mais nous, non. Nous sommes contents d'être reçus en Suisse. Oui, on est reçus. Tshisekedi vient de prendre l'avion pour Davos. Prestige qui ne nous apporte rien. Mais le président Traoré de Burkina, il s'en fout de ne pas être là. Il commence à exploiter ce qu'il y avait dans le sol de son pays pour son pays, à l'aide de ses, avec l'aide de ses amis et la protection de ses amis. Le Niger commence à profiter de son uranium avec l'aide de ses amis. Il s'en fout des étrangers. Même s'ils ne sont pas invités là-bas, ils s'en foutent que ça leur donne rien. Nous, qu'est-ce que ça nous donne de recevoir ces gens-là chez nous? Oh, l'ambassadeur de la France a été reçu par Madame Kayi Kwamba, reçu par Madame Judith, a été reçu. Ça nous donne quoi? Rien. Un balai diplomatique au palais de la nation, ça nous donne quoi? Rien. Recevez les ambassadeurs des pays qui peuvent nous aider. Oubliez les ambassadeurs des pays qui ne nous aident pas, mettez-les même dehors. Nous n'allons rien perdre. Est-ce qu'ils vont se jeter sur nous plus qu'ils ne le font aujourd'hui? Notre pays, le tiers déjà entre les mains d'un petit pays minime comme ça. Toutes les richesses en train de... Ils creusent jour et nuit, ils s'amènent chez eux. Nous voyons, nous regardons, nous ne faisons rien. Parce que nous ne pouvons rien. Quiconque a la protection du léopard boit l'eau non troublée, disent les Bafuliru. Les Bafuliru, c'est une tribu du Kivu qui dit que mwenye kushimamiwa na chui anywa maji masafi. Soki nkoyi atelemeli yo okomela mai ma pio. Mai ma pio te. Mai ma... propre, c'est quoi? Propre en lingala. Peto. Mai ma peto. C'est ça. Nkoyi atelemeli Rwanda. Rwanda za komela mai ma peto. Et nous n'avons personne. Nous crions, mais il n'y a rien. Nous ne pouvons pas mettre la patte dans notre propre eau. C'est le Rwanda qui est dans notre eau, en train de creuser, de prendre tout. Qu'est-ce que ça nous donne?
d'aller dans leur bureau, d'être reçus par eux, recevoir les ambassadeurs chez nous. Recevez les ambassadeurs des pays qui peuvent nous aider. Demandez à ces pays-là de venir avec leurs moyens chez nous. Prenons seulement 2 pays. Par exemple, il y a la Turquie et l'Inde. Prenons ce pays-là. Les deux, je vais vous parler de ces deux-là. La Turquie est le pays, Turquie. Ils aiment qu'on dise Turquie parce que c'est la nouvelle appellation du pays. On ne peut pas demander à un pays de s'appeler autrement que comment il voudrait être appelé. Turquie, qui est l'ancienne Turquie, est le pays le plus puissant de l'OTAN, après les États-Unis. Le plus puissant, non nucléaire, après les États-Unis, dans l'OTAN. Et c'est un pays à cheval. En fait, pas à cheval, mais au milieu. Qui est du monde musulman, donc écouté par les pays musulmans, que convoitent et amadouent les Américains. Je ne parle pas des Européens. Américains, ça suffit, parce que c'est eux qui chapeautent tout. Les Américains ne voudraient pas perdre la Turquie, parce qu'ils utilisent la Turquie pour balancer la puissance russe dans cette région-là. Regarde comment la Turquie vient de d'ébranler la Syrie. Pendant que les Américains n'avaient pas pu par eux-mêmes. Mais la Turquie vient de le faire. Ça a débalancé la Russie et l'Iran dans ce coin-là. Maintenant, Israël se... L'Iran ne peut plus utiliser cette base arrière qui était la Syrie qui faisait comme son bouclier. La Russie, qui avait la même mise dans cette partie de la planète, grâce aux bases que ça avait en Syrie. Maintenant, elle n'a plus ça. C'est que la Russie vient de perdre cette partie-là. À cause ou grâce à Turquie, ça dépend de quel côté on est. Un pays comme ça, vous pensez que les Russes vont venir s'en prendre à Turquie? Non, c'est parce qu'ils veulent garder Turquie de leur côté. Il y a encore d'autres affaires qu'ils font avec Turquie. Il y a des canaux qui acheminent, les canaux d'acheminement de gaz et de gaz qui partent de la Russie par la Turquie en allant vers l'Europe et d'autres pays de ce coin-là. Et des échanges commerciaux incroyables. Donc la Russie continue à souffler pour ne pas faire mal à la Turquie. Les États-Unis ne peuvent pas énerver Turquie. Ils doivent vouloir aller tout doucement parce que si Turquie quitte, le temps s'écroule, je vous assure. Turquie, c'est lui, l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'OTAN, c'est Turquie. Ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la France, non, rien. Turquie. Alors, les États-Unis veulent ce pays-là. Et c'est un pays qui s'affirme et qui est puissant. Mettons-le de côté, allons voir l'Inde. Les Américains, pour fragiliser la Chine, ils utilisent l'Inde, qui est pays voisin avec la Chine, d'1,5 milliard de citoyens, comme la Chine. Or, la Chine est saturée. Sa population est en décadence, pendant que l'Inde, la population monte. Donc, bientôt là, l'Inde dépasse déjà. Du point de vue économique, l'Inde n'est pas très loin. L'économie du monde, c'est quoi? Les États-Unis, la Chine, où tu peux commencer par la Chine et les États-Unis, l'un ou l'autre, ça dépend de comment tu vois les choses, ils sont pareils. Alors, les États-Unis, la Chine,
le Japon, la Russie, l'Inde. Cette Inde-là, qui est une puissance économique et technologique, se fait maintenant comme balance entre la Chine et les États-Unis. La Chine voudrait être en bon terme avec l'Inde pour ne pas avoir l'Inde comme vraiment le côté faible dans son maillon. Les États-Unis veulent avoir l'Inde de son côté pour continuer tout le temps à mettre le doigt dans l'œil de la Chine. Alors, si nous avons ces deux pays avec nous, ils investissent chez nous, ils apportent leurs moyens et nous leur demandons d'apporter leurs moyens de défense chez nous. Les deux ont une puissance militaire pas le moindre. Nous venons en ce moment-là d'ébranler les États-Unis. L'Union européenne, on n'en parle pas. Nous ébranlons les États-Unis et un peu la Chine. Là, à part ça, nous demandons maintenant la Russie et la Chine de venir nous aider. Nous venons de mettre 4 grosses puissances de notre côté. Nous demandons à l'Iran de venir. Une 5e puissance et c'est fini. Je vous assure que nous sommes garantis. Les Américains ne voudront pas nous imposer ce qui venait de nous imposer, ce chemin, ce Christi de Coris, de chemin de fer qui part de la Zambie en passant un peu par chez nous et ça rentre dans l'Angola. C'est nous qui allions demander à ces gens-là de venir chez nous, construire le chemin de fer et leur donner le chemin, la tracée que nous voulons. Ça allait passer dans notre pays jusqu'à Matadi, à l'embouchure du fleuve Congo là-bas, sortir par là, sur l'eau, l'océan. Mais c'est eux qui viennent, qui nous disent, nous allons construire. Nous allons construire les chemins de fer qui part de là, ça passe comme ça pour transporter vos minéraux. Ok vieux, ok vieux. Et demain, quand ils auront construit, ce sera leur chemin de fer. Comme ils ont construit à Panama. Ils avaient demandé à Panama. Panama a accepté, ils ont payé Panama pour construire ça. Et après un délai, ils ont remis ça à Panama. Comme ça se fait toujours partout. Vous construisez, vous exploitez ça pendant un bout, vous redonnez aux propriétaires de la terre. Mais Trump dit qu'il va aller prendre ça de force. Imaginez maintenant un pays comme le nôtre. Ils ne nous ont pas parlé du tout. Biden ne s'est pas gêné de dire comment il a discuté avec les Européens. Il leur a dit, hey les gars, voici, il nous faut aller construire ça au Congo. Oh, cool! Ils ont appelé Lorenzo. Ils ont parlé avec Lorenzo. Ils ont parlé avec le président zambien. Lorenzo est allé là-bas aux États-Unis, reçu à grande pompe là-bas, très bien. Ils ont parlé avec. Ils ont fini. Biden est descendu. Il a rencontré Lorenzo avec le président zambien et puis ils ont demandé à Tshisekedi de venir. Tshisekedi a protesté. La manière qu'il était habillé là, c'était pour protester. Tout le monde était en cravate. Le président américain en cravate, Lorenzo et le président zambien en cravate. Tshisekedi est venu habillé sport. C'était pour protester. J'ai vu les gens me dire, oh non, tu peux pas critiquer ce projet, il a toujours existé. Ça existait du temps de Mobutu. Ouais. C'était pour qui profitait de ça?
Oh, c'était là même avant, à l'époque coloniale, oui, qui profitait de ça. Si ça profitait à notre pays, ça n'allait pas en Angola. Ça passait dans notre pays et ça allait vers notre océan en sortant directement de notre pays océan. Nous allions avoir un pont en eau profonde toutes ces années, toutes ces décennies. Tshisekedi veut construire un pont en eau profonde. Regarde, il en mange de tous côtés. Je voulais discuter de ces choses avec vous aujourd'hui. Nous y reviendrons. Il y a tellement de choses là. Ce n'est pas fini. Est-ce que vous me permettez demain, dans la prochaine vidéo, je pense à faire ceci. Notre pays est une démocratie et le président s'en est vanté. Les États-Unis, c'est une démocratie. Les Américains s'en vantent. Demain, ce sera une vidéo très courte. Je ne sais même pas si ça fera 20 minutes. Nous allons parler de ces deux démocraties-là. Merci d'avoir été là. C'est votre conspiratorium, votre plateforme de discussion. J'attends vos commentaires. J'espère que vous allez aimer ou liker. Et j'espère que vous allez partager. Que ceux qui ne sont pas abonnés pensent s'abonner ici. Permettez au conspiratorium de grandir. Parce qu'un jour, vous serez fiers d'avoir été les premiers conspirés ici et que c'est vous qui avez amené cette plateforme à grandir. Un jour, nous allons grandir. Vous serez contents d'être parmi les premiers à faire des appels ici, à faire des interventions vidéo ou téléphoniques. Un jour, nous allons grandir. Mais ce sera grâce à vous. Merci de m'accepter et de venir m'écouter. Même si vous connaissez plus que moi, vous connaissez mieux que moi, mais vous écoutez mes vidéos parce que vous pouvez trouver juste une seule chose qui vous intéresse, une seule chose avec laquelle vous êtes d'accord, et ça fait que vous vous abonniez. J'avais un professeur à l'Institut Kitumaini, l'ancien collège Saint-Paul, en Bobero, là, à Bukavu. C'était mon professeur de français. Il disait que André Mauroy, qui est un Français, disait que la connaissance, c'est comme de la confiture. Moins qu'on en est, plus on en étale. À la prochaine. Au revoir.